Cultination bonjour. Imagine-toi à l'issue d'un jeu duquel tu es vainqueur, où on te propose comme réponse de choisir entre la vie éternelle et la richesse illimitée. À ce moment, tu te mets à cogiter pour déterminer quel choix serait le meilleur. Mais pour l'un ou l'autre choix, on te donnera la pierre philosophale, une substance qui peut transformer les métaux vils en or et accorder la vie éternelle. À cela va s'ajouter un artefact très mystérieux, la tablette d'émeraude qui contient non seulement la recette de l'immortalité, mais aussi le secret de tout ce qui existe dans l'univers. Eh bien, tu l'auras compris, dans cette vidéo nous allons parler d'immortalité, notamment d'un secret caché datant de la culture la plus avancée de la planète, celle de l'Atlantide. Nous allons aussi questionner la science sur ce qu'elle pense de l'immortalité et passer par Altos Labs, l'entreprise de l'immortalité de Jeff Bezos. Bien évidemment, tu retrouveras les sources des informations utilisées dans la description. Allez, c'est parti! Alchimie et immortalité. Pour l'humanité, l'immortalité a toujours été une idée remarquablement fascinante. De tout temps, la quête de l'élimination de la mort afin d'atteindre une vie éternelle dans le corps physique a pris diverses formes. L'une des tentatives les plus connues est l'alchimie. Ne te demande pas par quelle alchimie. Essayons d'abord de comprendre ce qu'était l'alchimie. Il s'agit d'une science occulte populaire au Moyen-Âge, née de la fusion de techniques chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques. C'est l'art de rendre pur, s'inspirant des opérations de la nature afin de parfaire la matière. Ici, l'objectif principal de l'alchimie était de produire le lapis philosophorum, la pierre philosophale, une substance légendaire ayant la propriété de transformer un métal commun en or avec un haut niveau de pureté et une substance pouvant aider à la fabrication de l'élixir de longue vie. Cet élixir empêchait la mort et rendait le buveur immortel. Selon certains récits, il suffisait de boire une seule fois de l'élixir pour éviter la mort indéfiniment. Tandis que d'autres récits soutenaient que c'est la consommation régulière de l'élixir qui permettait de rester immortel. Voyons en plus de détails la pierre philosophale. Les traditions alchimiques, qu'elles soient européennes, moyen-orientales ou asiatiques, poursuivent le même objectif, la création de la pierre philosophale, également appelée perle de grand prix, joyau qui exauce les souhaits, cœur du soleil, c'est-à-dire l'outil qui transforme le plomb vierge en or. La chose unique d'Hermès Trismégiste, comme on l'appelle aussi, est devenue la materia prima, ou matière première, source de toute existence. Aristote, le philosophe grec de l'Antiquité, l'a décrite comme la force invisible qui contient tout l'univers. De la materia prima découlent les éléments qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont les constituants fondamentaux de toute vie. Les éléments sont utilisés dans les 7 étapes classiques de la production de la pierre qu'on retrouverait décrites à l'origine sur la tablette d'émeraude dont nous allons parler dans la suite. Ces étapes sont les suivantes. La calcination qui consiste à réduire une substance en cendres, ce qui correspond à la purification par le feu, la dissolution des cendres dans un liquide qui correspond à la purification par l'eau, la filtration et séparation des produits de dissolution qui correspond à l'épuration par l'air, la recombinaison en une nouvelle substance qui correspond à la purification par la terre, la fermentation ou la dégradation de la substance par décomposition, la distillation qui permet de produire une substance plus raffinée comme dans la fabrication du vin ou des spiritueux, la coagulation, l'étape finale où la substance est transmutée en un état cristallin ou solide, ce qui permet d'obtenir la pierre philosophale. Ce processus appelé magnum opus ou grand œuvre par les alchimistes nécessite des instructions chuchotées à l'oreille par un maître. Les textes seuls conduisent les chercheurs dans des impasses et des voies sans issue après des années de travail. La véritable solution ou l'intuition ultime que doit découvrir le sage est que le processus alchimique est une allégorie du développement spirituel. Il s'agit des étapes psychologiques inéluctables par lesquelles chaque individu doit passer pour atteindre la réalisation. On parle ici de la transmutation ultime, qui transforme l'ego basique en illumination par des étapes de destruction et de raffinement. Pour le maître, produire de l'or physique est un résultat inférieur. Transmuter et raffiner l'âme est le véritable prix. Dans les gravures alchimiques, la pierre philosophale est généralement représentée symboliquement sous la forme d'un œuf, parfois accompagné du serpent alchimique. De nombreux alchimistes ont prétendu avoir trouvé la pierre et avoir fabriqué l'élixir d'immortalité, mais peu d'entre eux ont réussi à le prouver. En Asie, il était très courant que les empereurs ordonnent à leurs sujets de partir à la recherche de quelqu'un capable de fabriquer l'élixir et de leur rapporter afin qu'ils puissent jouir de la joie de la vie éternelle, mais beaucoup ont reçu de faux élixirs qui n'offraient que la mort au lieu du rêve tant désiré de l'immortalité. La découverte effective de la pierre philosophale. Malgré les tentatives infructueuses, un nom est resté dans l'histoire associé à la découverte concrète de la pierre philosophale. Il s'agit de Nicolas Flamel, un bibliothécaire et scribe français qui a vécu entre 1330 et 1418 à Paris.
Il a épousé sa bien-aimée, Pernelle, en 1360 et ils sont devenus ensemble le couple d'alchimistes le plus célèbre. Si tu es un lecteur fervent des aventures d'Harry Potter, tu as certainement déjà croisé ce nom. Dans le roman, il est censé être l'ami de Dumbledore et possède la pierre philosophale. C'est en effet l'un des grands alchimistes de son temps. Un jour, Flamel se rend au marché où un vieux livre attire son attention. Il contient un vieux texte écrit par Abraham, le juif, et Flamel décide de l'acheter pour la modique somme de 2 florins. Les pages du livre contenaient des images qui détaillaient certaines des étapes du grand œuvre, comme on l'appelait le processus alchimique de création de la pierre philosophale, ce que nous avons décrit précédemment. Dans un premier temps, Nicolas Flamel ne parvient pas à comprendre la signification de ces images. Il part alors pour Compostelle, en Espagne, où il est présenté à un juif converti au catholicisme. Le juif comprit la signification des images qu'il partagea avec Flamel. L'alchimiste revient ensuite à Paris, où il commence à expérimenter la transmutation des métaux avec sa femme. Il lui avait enseigné les principes de l'alchimie dans le passé. En suivant à la lettre les instructions du livre, ils réussirent leur première transmutation, obtenant un or d'une qualité bien supérieure à celle du commun et d'une pureté bien plus grande. Flamel est resté très discret et a gardé son succès secret car le roi Charles V avait ordonné la destruction de tous les laboratoires d'alchimie. Il demeurera une figure référentielle quand on parlera de la pierre philosophale. Comme énoncé plus tôt, à la pierre philosophale, on associe un artefact mystérieux dont nous allons parler. Il s'agit de la tablette d'émeraude. Il est dit qu'elle contient la recette de l'immortalité ainsi que le secret de tout ce qui existe dans l'univers. Origine de la tablette d'émeraude. On pense généralement que la tablette d'émeraude a été gravée dans une pierre verte ou même dans une émeraude, alors que la tablette elle-même n'a jamais été retrouvée. On attribue généralement sa création au dieu Thoth de l'ancienne Égypte il y a 38 000 ans. Une légende dit qu'elle a été placée dans une tombe creusée sous la statue d'Hermès à Tiana, une cité antique d'Anatolie en Turquie, entre 500 et 700 de notre ère. Un autre mythe veut qu'elle ait été découverte puis enterrée de nouveau par Alexandre le Grand. Cependant, sa version la plus ancienne provient d'un traité de philosophie naturelle connu sous le nom de Livre du secret de la création et de l'art de la nature. Les archives historiques montrent que les érudits et les traducteurs ont travaillé avec de prétendues transcriptions de la tablette plutôt qu'avec la tablette elle-même. C'est pourquoi beaucoup pensent que la tablette d'émeraude n'est qu'une légende et qu'elle n'a peut-être jamais existé. Le traité philosophique dont je parlais plus haut, l'art de la nature, a été faussement attribué au philosophe grec Apollonios de Tyana, mais beaucoup pensent qu'il a été écrit sous le règne du calife Al-Mamoun entre 813 et 833 de notre ère. Si l'histoire de la tablette est confuse et contestée, l'influence du texte, elle, ne l'est pas. Plus tard, des érudits ont traduit les manuscrits arabes en latin, en anglais et dans d'autres langues, et de nombreux commentaires ont été écrits sur le contenu de la tablette. La tablette d'émeraude est l'alchimie européenne. Après les croisades, l'alchimie du Moyen-Orient a migré vers l'Espagne et le reste de l'Europe. L'érudit anglais Robert de Chester a traduit de l'arabe au latin en 1144 un des premiers textes alchimiques obtenus en Espagne. Plus tard, Albertus Magnus, moine dominicain du XVIIIe siècle, a écrit un commentaire sur la tablette d'émeraude, démontrant que les Hermetica étaient arrivés en Europe. Les Hermetica sont les textes attribués dans l'Antiquité au mythique Hermès Trismégiste. D'autres ouvrages sont parvenus en Europe par l'intermédiaire des alchimistes arabes d'Espagne et sont devenus des sources supplémentaires pour l'alchimie. L'astrologie, la numérologie, la chimie, la métallurgie et la philosophie ésotérique occidentale. La Renaissance a permis à l'alchimie de gagner en popularité en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Europe de l'Est, Prague, en Bohême ou République tchèque étant le centre de l'étude alchimique européenne. Rodolphe II de Bohême créa les écoles alchimiques de Prague et invita les praticiens à venir faire la démonstration de leur talent. Aujourd'hui, les touristes visitent le musée des alchimistes et des magiciens situé dans la vieille ville de Prague. Les arts alchimiques sont tombés dans les discrédits lorsque des prétendants et des escrocs ont exploité ceux qui étaient avides d'or. Pendant un certain temps, en Angleterre et à Rome, l'alchimie était passible de la peine de mort et les praticiens s'enfuyaient. L'hermétisme a été poussé dans la clandestinité et de nombreux textes légitimes ont été détruits ou se sont perdus dans le temps. Mais au XVe et au XVIe siècle, l'alchimie est réapparue en tant qu'entreprise spirituelle lorsque Sir George Ripley a écrit Compound of Alchemy, dédié au roi Plantagenet Édouard IV. Aujourd'hui, diverses interprétations de la légendaire table d'émeraude se retrouvent dans des œuvres de fiction, qu'il s'agisse de romans, de films ou de séries télévisées. Dans la science, nombreux sont ceux qui pensent que la tablette d'émeraude est la clé de concepts scientifiques complexes. Dans le passé, les alchimistes ont élaboré des théories sophistiquées dans l'espoir de créer la pierre philosophale, et certaines de leurs expériences ont contribué à la science que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de chimie.
En d'autres termes, certains des enseignements alchimiques de la tablette ont pu contribuer au progrès de la science. L'immortalité selon la science, est-elle possible ou le vieillissement est-il inévitable? Certains animaux ne vieillissent pas. Pourrions-nous faire de même? Nous nous demandons souvent si l'homme pourrait devenir immortel, mais la réponse dépend de ce que l'on entend exactement par là. En effet, la question de savoir si l'immortalité humaine est possible dépend en grande partie de la définition que l'on en donne. Si tu la définis comme le fait de vivre éternellement et de ne pas pouvoir être tué, comme dans les bandes dessinées ou les films, alors non, c'est très improbable. En revanche, si tu définis l'immortalité comme l'absence de déclin des caractéristiques de survie, d'augmentation de l'incidence des maladies et de hausse de la mortalité avec l'âge, alors oui. En plus clair, l'immortalité dans la durée pourrait être possible, mais elle ne mettrait pas à l'épreuve des balles ou permettrait de rester en vie après un accident mortel. En effet, pour certains, cela peut sembler être une question de sémantique, mais ce n'est pas le cas. La première hypothèse relève de la science-fiction, celle qui exclut radicalement la possibilité de mourir. La deuxième hypothèse, celle de la longévité, repose sur des données biologiques réelles que l'évolution a déjà sélectionnées chez certaines espèces. C'est ce qu'on appelle la sénescence négligeable. En fait, c'est exactement ce que font déjà certains animaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que l'homme ne puisse pas jouir d'une longévité en bonne santé considérablement accrue si les technologies appropriées sont développées. Il n'est donc pas exclu que l'homme parvienne à la sénescence négligeable grâce au progrès de la science et de la technologie médicale. La sénescence fait référence à la détérioration progressive due au vieillissement et est généralement très évidente chez presque toutes les espèces. Plus précisément, la sénescence désigne le déclin des caractéristiques de survie telles que la force, la mobilité et les sens, ainsi que l'augmentation de la mortalité liée à l'âge et la diminution de la capacité de reproduction. Les taux de mortalité chez l'homme et la plupart des animaux augmentent considérablement avec l'âge, au-delà de la maturité reproductive. Maintenant, tu sais qu'il existe une nette différence entre l'immortalité à la Hollywood et la sénescence négligeable, cette dernière étant un objectif plausible pour les prochaines décennies. L'évolution a déjà démontré que la sénescence négligeable est effectivement possible. Le prochain grand défi consiste à utiliser une approche technique du vieillissement pour voir si nous pouvons imiter chez l'homme ce que la nature a fait chez quelques espèces chanceuses comme certaines tortues et une variété d'esturgeons. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons d'une liste de cibles et d'une bien meilleure compréhension de ce qu'est le vieillissement qu'il y a 10 ans, et que la communauté universitaire et les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la question du vieillissement. La solution que la science veut donc apporter est plus orientée vers l'anti-vieillissement et non dans le sens du fantasme des science-fiction. Et en parlant d'anti-vieillissement, tu vas maintenant découvrir la solution que veut apporter Alto Labs. Alto Labs, l'entreprise de l'immortalité. Quand on parle d'Alto Labs, le nom qui émerge est celui du milliardaire américain Jeff Bezos. C'est lui qui finance Alto Labs pour favoriser l'immortalité grâce à l'anti-vieillissement. Il aura investi des milliards de dollars dans cette start-up qui vise à développer une technologie anti-âge. Il semble donc que la mission de toute une vie de Jeff Bezos, à savoir atteindre l'immortalité, prenne enfin forme. Le fondateur d'Amazon a déjà entamé le processus en employant des scientifiques de haut niveau et Hal Baron, directeur scientifique de GlaxoSmithKline, pour l'aider à développer la technologie qui défie la mort. Jusqu'à présent, M. Bezos et d'autres milliardaires ont investi des milliards de dollars dans l'entreprise. Hal Baron travaille aux côtés d'une équipe de scientifiques dont le docteur Shinya Yamanaka, qui a reçu le prix Nobel en 2012 pour ses recherches sur les cellules souches. Jennifer Doudna, co-lauréate du prix Nobel de chimie en 2020 pour son rôle dans la création de CRISPR, un outil d'édition de gènes, a également été recrutée pour contribuer à la mise au point d'une technologie permettant d'inverser le cours de l'âge. Outre l'embauche de scientifiques et de médecins de haut niveau, la startup a annoncé qu'elle avait reçu plus de 3 milliards de dollars de fonds au moment de son lancement. Le milliardaire russo-israélien Yuri Milner injecte également de l'argent pour aider la startup. Globalement, l'entreprise souhaite parvenir à la reprogrammation biologique qui consiste à rajeunir les cellules matures afin qu'elles puissent réparer le corps vieillissant d'une personne. Cela pourrait également contribuer à guérir les maladies liées à l'âge telles que la démence. Bien sûr, il faudra du temps pour voir si les ambitions d'Alto Labs de conserver la jeunesse se réalisent. Au moins, tout le monde sait que si l'argent et les meilleurs médecins du monde ne parviennent pas à mettre au point une technologie qui défie la mort, alors rien d'autre ne pourra fonctionner. Altos cherche à déchiffrer les voies de la programmation du rajeunissement cellulaire afin de créer une approche entièrement nouvelle de la médecine basée sur les concepts émergents de la santé cellulaire, a déclaré l'un des responsables, Rick Klossner, scientifique en chef et fondateur d'Alto Labs. Il a affirmé que les travaux remarquables réalisés ces dernières années pour quantifier la santé cellulaire et les mécanismes qui la sous-tendent, associés à la capacité de reprogrammer efficacement et en toute sécurité les cellules et les tissus des voies de rajeunissement, ouvrent une nouvelle perspective sur la médecine du futur. Alto Labs a commencé avec de nombreux scientifiques de premier plan qui créent cette nouvelle science.
Ensemble, ils construisent une entreprise où les meilleurs scientifiques du monde peuvent collaborer en interne et en externe et développer leurs recherches avec la rapidité, la mission et la concentration d'une entreprise. Leur succès dépendra d'une culture de collaboration intense, d'enthousiasme et d'ouverture. Il semble que les super riches poursuivent ce rêve depuis une éternité. Cela n'a pas encore fonctionné. C'est comme l'alchimie, les élixirs, la pierre philosophale, etc. En raison des nombreuses recherches infructueuses pour acquérir la vie éternelle, on pourrait croire que cette entreprise aboutira également à l'éternel résultat de 0. Et toi, que penses-tu de cette entreprise que représente Alto Labs et spécialement de sa vocation? Penses-tu qu'il s'agit encore d'une énième tentative qui sera sans résultat, ou as-tu le sentiment que cette fois, c'est la bonne? Aussi, guérir du vieillissement, est-ce une bonne idée? Nous attendons ta réponse dans l'espace commentaire. Tu as certainement aimé cette vidéo, laisse un petit like et abonne-toi si tu ne fais pas encore partie de la communauté Cultination. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci à toi et à bientôt sur Cultination.